Mes yeux se sont ouverts une seconde avant que le réveil ne sonne, comme chaque matin depuis 47 ans. 5h30. J'ai tendu le bras et l'ai éteint avant qu'ils ne puissent réveiller Étienne et Hélène dans la chambre d'Axe en grave côté. Malgré les années, mes gestes restaient aussi précis et mesurés qu'à l'époque de mes gardes de nuit à l'hôpital de Valmont. 67 ans, et mon corps se souvenait encore de tout. J'ai prudemment repoussé la couverture et me suis assise au bord du lit. Un lit simple et étroit qui m'avait été attribué dans la petite pièce qui servait autrefois de bureau. Le sol froid m'a brûlé les pieds. Étienne oubliait toujours d'allumer le chauffage dans cette partie de la maison. Cependant, après tant d'années à travailler comme infirmière, le froid était un compagnon familier. En essayant de ne pas faire grincer le parquet, j'ai marché doucement jusqu'à la salle de bain. Mon visage s'est reflété dans le miroir, un réseau de rides, des cheveux gris tirés en un chignon pratique, et des yeux qui, malgré mon âge, avaient conservé leur clarté. Les yeux de Robert, comme disait mon défunt mari. 12 ans s'étaient écoulés depuis son départ, et je lui parlais encore en pensée chaque matin. Encore une journée, Robert. On va y arriver. Après m'être lavé et brossé les dents, j'ai enfilé ma tenue habituelle. Un pantalon chaud, un t-shirt et un gilet en tricot. Rien d'élégant, comme ma belle-fille Hélène aime à le souligner, mais confortable et pratique. Avec l'âge, on commence à apprécier le confort plus que l'apparence. Même si, parfois, en regardant les femmes élégantes de mon âge dans le centre-ville, je ressentais un pincement de regret. Dans la cuisine, j'ai d'abord mis la cafetière en marche. Étienne ne pouvait pas fonctionner sans son café du matin, et Hélène préférait une tisane au miel. Pour garder la ligne, comme elle disait toujours. J'ai sorti les œufs, le lait et le beurre du réfrigérateur. Le mardi, Noé, mon petit-fils de 17 ans, avait un entraînement de basket matinal, il lui fallait donc quelque chose de consistant. Adèle, 15 ans, se contentait généralement d'une tartine grillée, le nez plongé dans son téléphone. Pendant que je battais les œufs pour l'omelette, un plan pour la journée se formait automatiquement dans ma tête. Laver l'uniforme scolaire d'Adèle, qu'elle avait laissé au gymnase hier. Payer la facture internet. Noé s'était plaint de la vitesse la veille. Aller à la pharmacie pour les médicaments contre la migraine d'Hélène. Vérifier les devoirs de biologie d'Adèle, qui avait un contrôle la semaine prochaine. J'ai soupiré en jetant un coup d'œil à l'horloge. 6h15 bientôt, la maison commencerait à s'éveiller, se remplissant de bruit et d'agitation, et je redeviendrais presque invisible. À 6h45 précise, Noé a fait irruption dans la cuisine, grand, dégingandé, des écouteurs sur les oreilles. Il s'est affalé sur une chaise sans même me regarder. « Bonjour, Noé », ai-je dit en posant une assiette d'omelette et de bacon devant lui. Il a marmonné quelque chose sans enlever ses écouteurs et a attrapé son téléphone. J'ai réprimé un soupir. Je me souvenais du temps où il grimpait sur mes genoux et me demandait de lui raconter une autre histoire sur l'hôpital de mamie. Maintenant, j'étais comme un meuble pour lui. Nécessaire, mais indigne d'attention. Je me suis versé une tasse de café et me suis assise près de la fenêtre, regardant Noé dévorer mécaniquement son petit déjeuner sans lever les yeux de l'écran. Dehors, l'aube se levait, peignant le ciel de Valmont de douces teintes roses. La petite ville dormait encore, seules quelques voitures passaient, conduites par des leftos. « Mamie », dit soudain Noé en levant les yeux de son téléphone. « Tu vas au centre commercial aujourd'hui, non ?» Je l'ai regardé avec surprise. Je comptais aller à la pharmacie. Pourquoi ? Pour faire réparer mes baskets. Il a fait un signe de tête vers le sac de sport près de la porte. Les semelles se décollent. Et achète-moi de nouveaux lacets, des rouges. Ce n'était pas une question. Ce n'était pas une demande. C'était un ordre. D'accord, ai-je répondu, sentant quelque chose se serrer en moi. Et pour l'argent. Noé a levé les yeux au ciel comme si j'avais dit une absurdité. Mamie, sérieusement. Tu as ta retraite. Mon père ne me donnera pas mon argent de poche avant la semaine prochaine. Il s'est levé d'un bond, a attrapé son sac et a crié « À plus !» en se précipitant vers la porte. Je suis restée assise, les yeux fixés sur son jus d'orange à moitié fini et les miettes sur la table. Ma retraite. Oui, je l'avais. Une infirmière avec 40 ans d'expérience gagnait assez bien sa vie. Mais Noé n'avait aucune idée de l'endroit où passait cet argent. Ni le reste de la famille, d'ailleurs. À 7 heures, une Adèle endormie est apparue, le nez dans son téléphone. « Mamie, tu as vu mon chemisier vert ? Celui avec les broderies. » « Bonjour, Adèle », l'ai-je corrigé gentiment.
Ton chemisier est dans ton placard, deuxième tiroir à droite. Je l'ai repassé hier soir. Elle a hoché la tête sans lever les yeux de son écran et s'est dirigée vers le réfrigérateur. Une tartine à l'avocat? Ai-je proposé. Non, je suis au régime. Juste du kéfir. J'ai soupiré. Tu n'as pas besoin de faire de régime à ton âge, ma chérie. Tu es déjà si mince. Oh, mamie, tu ne comprends rien. Tout le monde fait ça de nos jours. Adèle s'est assise sur une chaise et a enfin levé les yeux vers moi. Écoute, tu peux m'aider pour ce stupide projet de bio aujourd'hui? Madame Prieur est devenue complètement folle. Elle nous a demandé de faire une maquette de cellules. Bien sûr que je vais t'aider, ai-je souri. Nous avons du carton et... Oh mon Dieu! A-t-elle dit en replongeant son visage dans son téléphone. Léa a posté des photos de la soirée. Je savais que Jadon la draguait. Ma réponse est restée en suspens. J'ai machinalement posé un verre de kéfir et une tartine devant ma petite fille. Malgré ces protestations, un corps en pleine croissance a besoin de nourriture. À 7h30, Hélène est entrée d'un pas léger dans la cuisine. Mince, en forme, avec une coiffure et un maquillage parfait malgré l'heure matinale. Ma belle-fille travaillait comme administratrice dans une clinique privée et avait toujours l'air impeccable. Bonjour, Hélène, ai-je dit en lui versant sa tisane. Elle a hoché la tête, vérifiant ses emails sur son téléphone. Madeleine, tu as pensé à mes pilules? Je vais à la pharmacie aujourd'hui. Super. Elle a pris une gorgée de tisane et a grimacé. C'est trop chaud. Et je crois que tu as mis trop de miel. J'ai silencieusement pris la tasse et l'ai remplacée par une nouvelle. En 12 ans de vie commune, j'avais appris toutes ses habitudes, toutes ses manies. Ce n'était pas qu'Hélène était une mauvaise personne. Elle était simplement habituée à ce que je sois toujours là, toujours prête à m'adapter. Maman, a-t-elle dit à sa fille. Tu te souviens que tu as un rendez-vous chez le dentiste à 16h aujourd'hui? Adèle a gémi. Je ne peux pas y aller aujourd'hui. On a la répétition de théâtre. Pas de répétition, a tranché Hélène. Mamie t'emmènera chez le dentiste et ensuite directement à la maison pour travailler sur ton projet. J'ai haussé les sourcils. Hélène, j'ai une réunion au club des dames aujourd'hui. Oh, Madeleine, quel club? A-t-elle balayé d'un geste. C'est juste un rassemblement de vieilles dames. La santé d'Adèle est plus importante. De plus, tu viens de dire que tu l'aiderais avec son projet. Je me suis mordu la lèvre. Mon club était le seul endroit où je me sentais moi-même, pas seulement une grand-mère ou une belle-mère. Une fois par semaine, mes anciennes collègues infirmières et moi nous réunissions dans un petit café à la périphérie de Valmont. Nous discutions de livres, de politique, et partagions des nouvelles. 2 heures qui n'appartenaient qu'à moi. D'accord, ai-je dit doucement. J'annulerai la réunion. Hélène n'écoutait plus, ses yeux à nouveau rivés sur son téléphone. Adèle s'est éclipsée de la cuisine, marmonnant quelque chose sur une vie insupportable et des interdictions éternelles. Je suis restée seule au milieu des assiettes sales et des tasses à moitié vides. Étienne, mon fils unique, fut le dernier à descendre dans la cuisine. Il était le portrait craché de son père en apparence, mais complètement différent de caractère. Là où Robert était doux et attentif, Étienne était brusque et égocentrique. À 42 ans, il était devenu cadre intermédiaire dans une compagnie d'assurance et considérait cela comme un échec personnel. « Maman », m'a-t-il salué d'un signe de tête. « Il reste du café. »« Bien sûr, mon chéri. » Je lui ai versé une tasse et posé une assiette de brouillé et de toast sur la table. Il s'est assis, ouvrant sa tablette sur les actualités. Je me suis assise en face de lui, espérant quelques minutes de conversation. « Comment va ton projet ?» ai-je demandé. « Bien, » a-t-il répondu sèchement, sans lever les yeux. « Tu es rentré tard hier soir. »« Tout va bien. » Étienne a soupiré avec une irritation évidente. « Maman, sérieusement, j'ai 42 ans. Je ne suis pas un adolescent qui doit rendre des comptes. Je voulais juste... » « Au fait, » m'a-t-il interrompu. « Tu as pensé à payer l'assurance de la maison? C'était dû hier. »« Je l'ai fait. » ai-je hoché la tête. « Et les frais de scolarité d'Adèle aussi. »« Bien. » Il a continué à parcourir les nouvelles comme si la conversation était terminée. Je regardais mon fils, essayant de voir en lui le petit garçon que Robert et moi avions tant aimé. Celui qui me serrait dans ses bras quand je rentrais de ma garde de nuit, qui était fier de moi quand je recevais une médaille pour 30 ans de service à l'hôpital.
Quelque part à l'intérieur de cet homme perpétuellement insatisfait et renfermé, ce garçon devait encore exister. Mais chaque année qui passait, je le trouvais de moins en moins. « Maman », dit soudain Étienne en levant les yeux de sa tablette. « Tu as vu ma cravate bleue ? C'est la rayure. » Dans le placard, à gauche, ai-je répondu automatiquement. J'ai enlevé la tache de ketchup. Il a hoché la tête sans dire merci et est retourné à ses actualités. J'ai commencé à débarrasser la table, jonglant comme d'habitude entre les besoins de la famille et un manque total de gratitude. 20 minutes plus tard, la maison était vide. Hélène avait emmené Adèle à l'école. Étienne était parti au travail. Je suis restée seule dans le silence de la grande maison, remplie des traces de l'agitation matinale. Serviettes jetées, petit déjeuner à moitié mangé, objets oubliés. Méthodiquement, j'ai commencé à nettoyer la cuisine, à charger le lave-vaisselle, à essuyer les plans de travail. Les gestes, affinés au fil des ans, ne demandaient aucune réflexion. Mon corps travaillait pendant que mon esprit vagabondait. J'avais eu ma propre vie, autrefois. Un travail respectable, des collègues, des amis. Robert et moi avions prévu de voyager après la retraite, peut-être d'acheter une petite maison au bord d'un lac. Mais sa crise cardiaque, il y a 12 ans, a ruiné tous nos projets. Et puis Étienne a perdu son emploi, et lui, Hélène et leurs jeunes enfants se sont retrouvés au bord de l'expulsion. Naturellement, j'ai proposé de les aider, temporairement, pensions-nous tous. J'ai vendu la maison que Robert et moi possédions et j'ai emménagé avec mon fils. J'ai utilisé l'argent de la vente pour rembourser la majeure partie de leur prêt immobilier. Je m'occupais des enfants pendant qu'ils travaillaient. Je cuisinais, nettoyais, faisais la lessive. Au début, ils étaient reconnaissants. Je le voyais dans leurs petits gestes, leurs mots d'appréciation, leurs étreintes. Mais peu à peu, ma présence est devenue une évidence. Étienne a trouvé un nouvel emploi. Hélène a construit sa carrière. Les enfants ont grandi. Et je suis restée dans le rôle de gouvernante et de nounou gratuite. Chaque année, je me promettais de leur parler, de trouver mon propre logement, de commencer à vivre pour moi. Et chaque année, je trouvais une raison de rester. Les enfants avaient besoin de leur grand-mère. Hélène ne pouvait pas gérer la maison. Étienne était stressé au travail. Fini la cuisine, je suis allée dans la chambre d'Adèle pour ramasser le linge sale. Des vêtements éparpillés sur le sol, des devoirs inachevés et des cosmétiques sur la table. Je me suis penchée pour ramasser un chemisier et j'ai soudain ressenti une vive douleur dans le dos. Des années à soulever des patients laissaient des traces. En me redressant lentement, j'ai remarqué une photo encadrée sur la table de chevet. Adèle avec ses amis, rieuse et insouciante. À côté, appuyée contre le mur, une autre photo poussiéreuse de moi tenant la petite Adèle dans mes bras. Avant, elle était en évidence. Après avoir ramassé les vêtements, je me suis dirigée vers la buanderie. En chemin, j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre de Noé. Le même tableau de désolation et de désordre. Sur la table, le sandwich à moitié mangé que je lui avais apporté la nuit dernière alors qu'il préparait son examen. Il ne l'avait même pas remarqué, absorbé par ses manuels. Dans la buanderie, j'ai trié le linge et lancé une machine. Puis je me suis assise pour faire une liste de choses à faire pour la journée. Pharmacie, réparation des baskets de Noé, dentiste d'Adèle, courses, dîner. Le téléphone a sonné. C'était Linette, ma meilleure amie depuis que nous travaillions à l'hôpital. Madeleine, tu viens au club ce soir ? C'est l'anniversaire de Georges, on a commandé un gâteau. J'ai soupiré. Je ne peux pas, Linette. Adèle doit aller chez le dentiste. La voix de mon amie trahissait son irritation mal dissimulée. Madeleine, c'est la 3e fois que tu manques. Les filles te réclament. Je sais, mais... Écoute-moi. On a tout élevé nos enfants. Certaines d'entre nous élèvent leurs petits-enfants, mais on trouve 2 heures par semaine pour nous. Pourquoi pas toi ? Je n'ai rien trouvé à dire. Pourquoi, en effet ? Parce que c'est plus facile de céder que de discuter. Parce que j'ai peur de blesser mon fils. Parce que je ne veux pas paraître égoïste. Je viendrai la prochaine fois, c'est promis, ai-je assuré. Tu dis toujours ça, a soupiré Linette. D'accord, je dirai aux filles que tu leur passes le bonjour. Après la conversation, je me sentais vide. Linette avait raison. J'avais permis à ma famille de me traiter comme une servante. J'avais brouillé les frontières, oublié mes propres besoins, était devenu invisible. La journée s'est déroulée dans l'agitation habituelle.
Je suis allée à la pharmacie, j'ai déposé les baskets de Noé à la réparation, et j'ai fait les courses pour la semaine. À 16 heures, j'ai récupéré Adèle à l'école et l'ai emmenée chez le dentiste. Elle est restée silencieuse tout le trajet, le nez dans son téléphone. J'ai essayé d'engager la conversation sur l'école, ses amis, la musique qu'elle écoutait. Réponse monosyllabique, yeux levés au ciel, soupir. Dans la salle d'attente du dentiste, j'ai pris un magazine et je suis tombée sur un article sur le syndrome de la « génération sandwich », des personnes prises entre le soin de leurs parents âgés et celui de leurs propres enfants. J'ai souri amèrement. Dans mon cas, c'était l'inverse. Moi, une personne âgée, je m'occupais de mes enfants adultes et de leurs enfants. Après le dentiste, nous nous sommes arrêtés dans une papeterie pour acheter le matériel pour le projet d'Adèle. Elle s'est enfin animée, choisissant du papier de couleur et des feutres. À la caisse, au moment de payer, elle est restée là, attendant que je sorte mon portefeuille. C'était une évidence. À la maison, nous avons étalé le matériel sur la table de la cuisine, et j'ai commencé à lui expliquer comment faire une maquette tridimensionnelle d'une cellule. J'adorais aider mes petits-enfants dans leurs projets. Cela me rappelait l'époque où j'animais un club à l'école de l'hôpital pour les jeunes patients. Tu vois, la membrane doit être translucide pour qu'on puisse voir les organites à l'intérieur, ai-je dit, lui montrant comment découper les détails. Adèle hochait la tête, écoutant avec une attention surprenante. Peut-être que tout n'est pas perdu, pensais-je. Peut-être que sous la couche d'aliénation adolescente, il y a encore cette petite fille curieuse qui me bombardait de questions sur les étoiles et les dinosaures. Nous étions absorbés par notre travail quand Hélène est rentrée. Elle a jeté son sac sur la table, renversant notre construction, qui s'est effondrée. « Oh, désolé », a-t-elle dit distraitement, en prenant une bouteille d'eau dans le réfrigérateur. « Comment s'est passé le rendez-vous chez le médecin ?»« Tout va bien », ai-je répondu en ramassant les morceaux éparpillés. Le docteur Winter a dit que sa mâchoire guérit bien. « Super, » a dit Hélène, ouvrant déjà son téléphone pour vérifier ses emails. « Le dîner est bientôt prêt ? Je meurs de faim. »« Dans une demi-heure, » ai-je répondu. « Gratin de poulet. »« Pas de fromage pour moi, tu te souviens ? Je suis au régime. » J'ai hoché la tête, même si je me souvenais très bien de son dernier régime. Tout comme je me souvenais qu'Étienne, au contraire, adorait le fromage, que Noé ne mangeait pas de petits pois et qu'Adèle détestait les oignons. Chacun avait ses préférences, et j'avais appris depuis longtemps à cuisiner pour plaire à tout le monde. Quand Adèle et moi avons fini de restaurer le projet, elle m'a soudain souri pour la première fois de la journée. « Merci, mamie. C'est super. Madame Prieur va être bluffée. » Ce court merci m'a rempli de chaleur. Je lui ai ébouriffé les cheveux. « De rien, ma puce. J'adore t'aider. » Elle a attrapé la maquette et a couru dans sa chambre, me laissant nettoyer le désordre, pensant que des moments comme cela valaient tout le reste. Le soir, quand tout le monde s'est réuni pour le dîner, j'ai observé ma famille. Étienne parlait de problèmes au travail. Hélène se plaignait d'une cliente difficile. Noé se vantait de ses succès à l'entraînement. Et Adèle montrait à ses amis des photos de son projet. Personne n'a demandé comment s'était passée ma journée, mais j'y étais habituée. Après le dîner, tout le monde est parti dans sa chambre, me laissant débarrasser la table et charger le lave-vaisselle. Je me tenais devant l'évier, regardant par la fenêtre la ville qui s'endormait, et je sentais la fatigue familière m'envahir. « Tu dois leur parler, Madeleine », aurait dit Robert. « Ils ne peuvent pas lire dans tes pensées. » Mais quelque chose m'arrêtait chaque fois que j'étais sur le point d'aborder le sujet. La peur de les blesser, la peur du conflit, ou un sentiment profondément ancré que mon rôle était de servir, pas de demander. Fini la vaisselle, je suis allée tranquillement dans ma chambre. J'ai sorti un livre et je me suis assise dans le fauteuil usé que j'avais hérité de ma grand-mère. C'était la seule chose que j'avais prise de l'ancienne maison, à part des photos et des souvenirs personnels. J'ai essayé de lire, mais les lignes se brouillaient devant mes yeux. Aujourd'hui était une journée normale, pas différente de centaines d'autres dans cette maison. Une journée où j'étais une fois de plus une présence silencieuse, un soutien invisible, une servante discrète. Et je me suis demandé, est-ce que quelqu'un remarquerait si un jour, je n'étais plus là ? Le jeudi matin m'a accueilli avec un mal de tête. Je suis restée allongée les yeux fermés, écoutant les bruits de la maison qui se réveillait, et j'ai pensé à me lever plus tôt que d'habitude. Aujourd'hui, c'était le 15, le jour du paiement des factures. Avec difficulté, je me suis levée et j'ai tiré de sous le lit une boîte usée où je gardais tous mes documents financiers. Mon secret, ma responsabilité silencieuse.
Pendant que tout le monde dormait, j'ai allumé une petite lampe de bureau et j'ai trié les papiers en piles bien nettes. Prêt immobilier, assurance habitation, assurance maladie, frais de scolarité de l'école privée d'Adèle, facture d'énergie, relevé de carte de crédit d'Étienne. Jetant un coup d'œil à l'horloge, 4h30 du matin, j'ai ouvert mon ordinateur portable. C'était un vieux modèle, acheté quand Robert était encore en vie, et il était lent, mais il me suffisait. J'ai lancé l'application bancaire et j'ai commencé à transférer méthodiquement l'argent. Il y a 12 ans, quand Robert est mort d'une crise cardiaque, j'ai eu l'impression que ma vie était finie. 42 ans ensemble, et puis plus rien. Je me souviens de cette soirée pluvieuse, des funérailles, des visages confus des collègues de mon mari, des yeux effrayés de mes petits-enfants qui avaient alors 5 et 7 ans, et d'Étienne, pâle, les yeux cernés, soutenu uniquement par Hélène. Après l'enterrement, je suis retournée dans la maison que Robert et moi avions partagée, spacieuse, lumineuse, pleine de souvenirs. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai allumé une cigarette pour la première fois depuis de nombreuses années, sortant du placard un vieux paquet que mon mari avait caché, pensant que j'ignorais ces écarts occasionnels. Cette nuit-là, j'ai été submergée non seulement par le chagrin, mais aussi par la dure réalité. J'avais ma pension d'infirmière, un petit compte d'épargne et une maison entièrement payée. Étienne avait des enfants en pleine croissance, une femme ambitieuse et un emploi dans une entreprise qui, comme je l'ai appris plus tard, était au bord de la faillite. 2 semaines plus tard, le téléphone a sonné. Étienne pleurait au téléphone pour la première fois de sa vie. « Maman, j'ai été licencié. » Sa voix tremblait. « Ils nous donnent 3 mois pour rembourser nos dettes, sinon ils nous saisissent la maison. » Hélène panique. Les enfants ne comprennent pas ce qui se passe. Je ne sais pas quoi faire. À ce moment-là, la décision m'a semblé évidente. J'ai vendu la maison que Robert et moi avions achetée, rapidement, en dessous du prix du marché, mais c'était suffisant pour rembourser la majeure partie du prêt immobilier d'Étienne et avoir quelques économies pour tenir le coup. J'ai emménagé avec eux, dans une petite pièce qui avait autrefois servi de bureau. Temporairement, pensions-nous tous. Dès que j'aurai trouvé un nouveau travail, tu pourras louer un appartement plus près, avait promis Étienne. C'est juste pour quelques mois. Mais les mois se sont transformés en années. Étienne a trouvé un travail moins bien payé et plus stressant. Hélène a essayé de faire avancer sa carrière. Les enfants ont grandi, exigeant de plus en plus d'attention et d'argent. Et moi, je suis devenu le pilier invisible qui soutenait cette maison familiale chancelante. Maintenant, en regardant l'écran avec les chiffres, j'ai soupiré. Ma pension de 2100 € par mois était presque entièrement dépensée. 650 € pour le prêt immobilier, 420 € pour l'assurance habitation, 580 € pour l'école privée d'Adèle. Étienne insistait sur le fait que l'école publique de Valmont n'était pas assez bonne, 340 € pour l'assurance auto, 270 € pour les charges. J'ai regardé le montant restant, 180 €, mon argent personnel pour le mois. Pour mes médicaments, pour de modestes cadeaux à mes petits-enfants, pour les rares sorties avec mes amis, et pour les jours difficiles, que je repoussais sans cesse, en économisant dans une petite boîte à biscuits en fer blanc cachée au fond du placard. En fermant mon ordinateur portable, j'ai remis tranquillement les documents dans la boîte. Personne dans la famille ne savait exactement combien je dépensais pour eux. Hélène imaginait vaguement que j'aidais avec certaines factures. Étienne pensait que je contribuais à ma part des frais de subsistance. Les enfants ne réfléchissaient pas du tout à la provenance du budget familial. Je ne regrettais pas l'argent. Après tout, qu'est-ce que j'en aurais fait d'autre? Je n'allais pas voyager seule ou acheter des vêtements à la mode à mon âge. Mais parfois, aux petites heures du matin, j'étais envahie par une conscience amère de ma propre invisibilité. J'existais en tant que fonction, solution pratique au problème, élément familier du décor. Après m'être douchée et habillée, je suis descendue à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. C'était un matin typique, avec la routine habituelle. Café pour Étienne, céréales pour les enfants, tisane pour Hélène. À 6h30, une Adèle endormie est descendue à la cuisine. « Bonjour, mon rayon de soleil », ai-je souri. « Bien dormi ?»« Bien », a-t-elle marmonné, regardant son téléphone. « Mamie, tu as pensé à l'argent pour le voyage. »« Quel voyage ?» ai-je levé les yeux du fourneau. « Allons, mamie. » Ma petite fille a levé les yeux au ciel. « Je te l'ai dit hier. On va à Paris pour 3 jours, au musée d'art. Il me faut 150 € pour demain. » Je me suis figée. 150 €, c'était presque tout ce qu'il me restait pour le mois. Mais le visage d'Adèle, qui pour une fois n'était pas collé à son téléphone,
me regardait avec espoir. Bien sûr, ma chérie. Je m'en souviens. Je mettrai l'argent dans ton sac à dos. Elle a rayonné, m'a embrassé sur la joue et a couru à l'étage. Je suis restée devant le fourneau, calculant fébrilement ce sur quoi je pourrais encore économiser. Peut-être que je pourrais reporter l'achat de mes médicaments pour la tension jusqu'au mois prochain, ou sauter quelques réunions avec mes amis. À 7 heures, Étienne est descendu dans la cuisine, nouant sa cravate en marchant. « Maman, où est ma veste bleue? Celle avec les patchs au coude? » « Dans ton placard, à droite. » ai-je répondu en posant une tasse de café devant lui. « Je l'ai nettoyée hier. » Il a hoché la tête, a pris une gorgée de café et a soudain froncé les sourcils. « Écoute, j'ai reçu un avis de la banque. Tu as payé le prêt? » « Oui, comme d'habitude, ai-je répondu, essayant de paraître désinvolte. « Le 15 de chaque mois. » C'est étrange. Ils disent qu'il manque un paiement pour le mois dernier. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Le mois dernier, j'avais dû payer des réparations imprévues sur la voiture d'Étienne, et il ne me restait pas assez d'argent pour le prêt. J'en avais payé une partie, espérant ajouter le reste à la réception de ma pension. Il y a peut-être eu un léger retard, ai-je dit prudemment. Mais j'ai tout payé. Étienne a froncé les sourcils encore plus. Maman, c'est sérieux. On n'a pas besoin de problème avec notre historique de crédit. Si tu as du mal à faire les paiements, peut-être qu'on devrait reconsidérer notre arrangement. J'ai senti mon estomac se nouer. Quel arrangement? Nous n'avions jamais discuté explicitement de ma contribution financière. Cela s'était juste fait naturellement. Tout va bien, mon chéri, ai-je souri entre les dents. Juste un petit malentendu avec la banque. Je vais régler ça. Étienne a fini son café et s'est levé. D'accord. Au fait, Noé a besoin de nouvelles baskets pour l'entraînement. Je lui ai promis, mais je suis un peu à court d'argent en ce moment. Tu pourrais? Bien sûr, ai-je répondu automatiquement. Je m'en occupe. Il se dirigeait déjà vers la porte quand j'ai rassemblé mon courage. Étienne, je voulais te parler de finances. Il s'est retourné en jetant un coup d'œil à sa montre. Maman, je suis en retard. On peut en parler ce soir? Oui, bien sûr. J'ai hoché la tête, sachant qu'il serait trop fatigué ou occupé le soir, ou qu'il oublierait tout simplement. Quand il est parti, je me suis assise à la table et j'ai enfoui ma tête dans mes mains. Comment en étions-nous arrivés au point où j'avais peur de parler d'argent à mon propre fils? Quand mon aide était-elle devenue une obligation? Quand avais-je commencé à avoir peur d'être considéré comme un fardeau si je disais non? Je me suis souvenu du jour où j'ai payé pour la première fois les frais de scolarité de l'école privée de Noé. Il avait 8 ans, venait d'entrer en CE2, et son institutrice avait remarqué ses capacités inhabituelles en mathématiques. Elle avait recommandé une école spécialisée, chère, mais avec un excellent programme. On ne peut pas se le permettre, avait dit Étienne, assis à cette même table de cuisine. Peut-être dans 1 an ou 2, quand j'aurai une augmentation. J'avais vu la déception dans les yeux de mon petit-fils. Je l'avais vu aller silencieusement dans sa chambre, essayant de ne pas montrer à quel point il était contrarié, et j'avais pris une décision. L'une des nombreuses qui m'ont mené là où je suis aujourd'hui. Je vais payer, avais-je dit. J'ai des économies. Étienne avait d'abord refusé, disant que c'était trop, qu'il ne pouvait pas accepter un tel cadeau. Mais peu à peu, comme les gens le font, il s'y était habitué. Au début, il y avait de la gratitude, sincère, profonde. Puis l'acceptation comme un dû. Et maintenant, il y a l'attente et l'irritation si quelque chose ne va pas. La même chose s'était produite avec l'assurance habitation, le prêt, la voiture, les vacances, les camps d'été pour les enfants. Je ne pouvais pas dire non quand je voyais les besoins de ma famille, et il ne savait plus dire merci. Il s'était tellement habitué à mon soutien. Le téléphone a sonné, me tirant de ma rêverie. C'était Linette. Tu as entendu? A-t-elle commencé sans préambule. La résidence pour Seigneur Le Port Serein a réduit ses tarifs de 20% pour les anciens professionnels de la santé. J'ai souri involontairement. Linette et sa franchise. Bonjour à toi aussi, Linette. Oui, bonjour, a-t-elle balayé. Tu as entendu? C'est ta chance, Madeleine. Tu te souviens qu'on parlait de vivre ensemble dans nos vieux jours? Les conditions sont excellentes. Il y a un parc, des soins médicaux, et ce n'est pas loin de la ville. J'ai soupiré. Linette. Tu sais que je ne peux pas. Comment ça, tu ne peux pas?
M'a-t-elle interrompu. Tu es collé à cette maison? Tu as une pension, des économies, une mutuelle. Assez de soutenir ces ingrats. Lynette, ai-je haussé la voix. C'est ma famille. Je ne peux pas les abandonner. Il y a eu une pause. Quand Lynette a repris la parole, sa voix était plus douce. Madeleine, ma chérie, combien tu leur donnes chaque mois? J'ai hésité. Eh bien, j'aide avec certaines factures. Spécifiquement, combien? Environ 2000 €, ai-je admis doucement. Mon Dieu, a explosé Lynette. C'est presque toute ta retraite. Et tu appelles ça aider avec certaines factures? Étienne pourrait se débrouiller tout seul. C'est juste que les choses se sont passées comme ça. Les choses se sont passées comme ça, a-t-elle imité. Il se trouve que ton fils de 42 ans, avec un travail et une femme, vit au crochet de sa mère âgée. Il se trouve que tu achètes des baskets à ton petit-fils de 17 ans qui pourrait travailler à temps partiel comme tous les adolescents normaux. Il se trouve que... Je suis restée silencieuse, ne sachant que dire. Lynette savait toujours comment toucher un point sensible. Est-ce qu'ils le savent au moins? A-t-elle finalement demandé. Tu leur as dit combien tu dépenses pour eux? Pas exactement, ai-je admis. Ils savent que j'aide, mais pas les détails. C'est génial, a dit Lynette sarcastiquement. Donc, ils pensent que tu leur donnes juste un peu d'argent de poche, c'est ça? Et pendant ce temps, tu te prives de tout. Quand est-ce que tu t'es acheté quelque chose de neuf pour la dernière fois? Ou que tu es allé dans un restaurant décent? Ou que tu es allé plus loin que le supermarché? Je n'ai pas répondu. La vérité, c'est que je ne m'en souvenais pas. Mes dépenses se limitaient au strict nécessaire. Médicaments, articles de toilette, un nouveau livre de temps en temps. Madeleine, la voix de Lynette s'est adoucie. Je m'inquiète pour toi. Tu mérites mieux. Tu as passé toute ta vie à prendre soin des autres. D'abord tes patients, puis ton mari, maintenant tes enfants et petits-enfants. Quand vas-tu commencer à prendre soin de toi? Je vais parler à Étienne, ai-je promis. Honnêtement, aujourd'hui. D'accord, a-t-elle soupiré. Et viens me voir ce week-end. Jette un œil aux brochures du Port Serein. Juste pour voir. Sans engagement. Après avoir parlé à Lynette, je suis restée assise longtemps à regarder par la fenêtre. En 12 ans de vie dans la maison d'Étienne, j'avais dépensé presque toutes mes économies. La vente de la maison, l'héritage de Robert, l'argent mis de côté pour le voyage en Europe dont nous avions tant rêvé. Tout était allé à la famille, aux dépenses d'urgence sans fin, à l'amélioration de leur vie. Et je ne le regrettais pas. Chaque fois que je voyais le sourire de mes petits-enfants ou le regard reconnaissant de mon fils qui se faisait de plus en plus rare au fil des ans, je me disais que ça en valait la peine. Mais que resterait-il pour moi? Cette pensée, que j'avais si diligemment repoussée, frappait maintenant avec insistance à ma conscience. Que arriverait-il quand je ne pourrais plus les aider? Quand ma santé se détériorerait? Quand j'aurais moi-même besoin d'aide? Seraient-ils là pour moi comme je l'avais été pour eux? Je me suis souvenu de la dernière fête des mères. Noé m'avait donné une carte, achetée par Hélène, j'en suis sûre, et Adèle m'avait offert une boîte de chocolat. Étienne m'avait tendu un bouquet du supermarché et m'avait embrassé sur la joue. Personne ne s'était souvenu que je détestais les lys à cause de mes allergies et que je ne mangeais pas de chocolat au lait parce que j'étais intolérante au lactose. Des petites choses qui signifiaient beaucoup. Mes tâches quotidiennes m'ont absorbée comme d'habitude. Je suis allée au magasin, j'ai fait la lessive, j'ai préparé le dîner pour demain et j'ai payé les factures. Après le dîner, Étienne a appelé. « Maman, tu pourrais aller chercher Adèle à l'école? Elle a un projet à ramener à la maison. Et Hélène et moi sommes en réunion. » Bien sûr, ai-je répondu. Même si j'avais prévu d'aller chez le médecin pour une ordonnance, j'ai reporté mon rendez-vous et je suis allée à l'école d'Adèle. Ma petite fille attendait à l'entrée, discutant avec ses amis. Quand elle m'a vue, elle leur a dit au revoir et s'est approchée, portant une énorme maquette d'un bâtiment. « Salut, mamie », a-t-elle dit en plaçant soigneusement la maquette sur la banquette arrière. « Merci d'être venue me chercher. »« De rien, ma puce », ai-je souri. « C'est quoi ce projet ?»« L'architecture du XXe siècle », a-t-elle haussé les épaules. « C'est ennuyeux, mais j'ai besoin d'une bonne note. » Nous avons roulé en silence. Je jetais des regards furtifs à ma petite fille. Elle avait l'air si adulte avec sa coiffure à la mode et son eyeliner. Quand est-ce qu'elle est devenue si grande? « Mamie », a-t-elle dit soudain, sans lever les yeux de son téléphone.
J'ai besoin d'une nouvelle robe pour le bal de promo de Noé. Tu as la bleue que nous avons achetée l'année dernière, ai-je dit prudemment. Elle est très jolie. Adèle a levé les yeux au ciel. Mamie, j'ai déjà posté des photos de moi avec. On ne peut pas porter la même chose deux fois. C'est un suicide social. J'ai soupiré. D'accord, on verra. C'est quand, le bal? Vendredi prochain. Elle a levé les yeux vers moi. Et il me faut des chaussures et peut-être une pochette. J'ai hoché la tête en silence, calculant dans ma tête combien cela coûterait. Après le voyage à Paris, les nouvelles baskets pour Noé et les réparations imprévues du toit, une fuite avait été découverte lors de la dernière pluie. Il ne restait pratiquement plus d'argent. Mamie. La voix d'Adèle était inhabituellement douce. Je sais que tu m'aides toujours. Merci. J'ai failli rater. Le virage. Tellement j'étais surprise. Ma petite fille me remerciait rarement pour quoi que ce soit. De rien, ma chérie, ai-je souri. Les grands-mères sont là pour ça. Non, vraiment. Elle a posé son téléphone, ce qui était un événement en soi. Tu es toujours là pour moi. Et, eh bien, je sais que tu paies beaucoup pour nous. Mon cœur a raté un battement. Que veux-tu dire? Ben, pour l'école, pour la maison, a-t-elle haussé les épaules? J'ai accidentellement vu les factures sur ton bureau. C'est beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Je ne savais pas comment répondre. D'un côté, je ne voulais pas qu'une jeune fille de 15 ans s'inquiète des finances. D'un autre côté, c'était la première fois que quelqu'un dans ma famille reconnaissait ma contribution. J'aide comme je peux, ai-je dit prudemment. On est une famille. Adèle a hoché la tête et a replongé son visage dans son téléphone. Mais quelque chose avait changé dans son expression, une réflexion que je n'avais pas remarquée auparavant. Ce soir-là, quand tout le monde s'est réuni pour le dîner, j'ai décidé qu'il était temps de parler. Linette avait raison. Le silence n'aidait personne. Étienne, ai-je commencé alors que le dîner touchait à sa fin. Tu te souviens, je voulais te parler de finances. Mon fils a levé les yeux de son assiette. Oui, bien sûr. Quelque chose ne va pas? J'ai pris une profonde inspiration. Je pense que nous devons revoir notre arrangement. Ma pension. Eh bien, il devient difficile pour moi de couvrir toutes les dépenses. Étienne a froncé les sourcils. Quelles dépenses, maman? Tu n'aides qu'avec certaines factures. J'ai senti le sang me monter au visage. Étienne, je paie l'intégralité du prêt immobilier, l'assurance habitation, l'école d'Adèle et la moitié des charges. Le silence s'est fait. Hélène a cessé de manger et m'a regardé, la bouche ouverte. Noé a levé les yeux de son téléphone pour la première fois du dîner. Seule Adèle continuait à manger méthodiquement, comme si de rien n'était. Quoi? Étienne avait l'air sincèrement surpris. Mais je pensais que tu contribuais juste à ta part. Peut-être un petit extra pour aider. Je vous donne presque toute ma retraite, ai-je dit doucement. Il ne me reste presque rien pour moi. Hélène s'est raclé la gorge. Madeleine, on ne t'a pas demandé de payer pour tout ça. Tu as proposé d'aider quand tu as emménagé. Oui, il y a 12 ans, ai-je répondu, essayant de paraître calme. Quand vous aviez des difficultés financières. Mais maintenant, vous avez tous les deux des emplois stables, de bons salaires. De bons salaires, a interrompu Étienne, et j'ai vu son visage commencer à rougir. Maman, tu n'as aucune idée de tout ce que nous devons payer. L'assurance, les impôts, l'éducation des enfants, les voitures. Je sais, ai-je hoché la tête. Parce que je paie pour la plupart de ces choses. Et que suggères-tu? La voix de mon fils a pris un ton sec. Qu'on te facture tes frais de subsistance, la nourriture, les soins que l'on te prodigue. J'ai reculé comme s'il m'avait frappé. Les soins que vous me prodiguez. Bien sûr, a interjeté Hélène. Tu vis dans notre maison. Tu utilises tout ce que nous utilisons. Nous t'incluons dans nos projets. Nous t'emmenons avec nous. Hélène, ai-je interrompu, sentant mes mains trembler. Je cuisine, je nettoie, je fais la lessive, j'aide les enfants avec leurs devoirs. Je vais les chercher à l'école quand vous êtes occupés. Je fais les courses et je paie pour la nourriture que nous mangeons tous. Et je donne presque toute ma pension pour aider à entretenir cette maison. Le silence s'est fait. Étienne fixait son assiette, évitant mon regard. Hélène enroulait nerveusement une mèche de cheveux autour de son doigt. Noé avait l'air confus,
Et Adèle, étrangement satisfaite. Je ne demande pas grand-chose, ai-je continué doucement. Je veux juste que vous compreniez la situation. J'ai besoin de plus d'argent pour mes dépenses personnelles, et peut-être qu'on pourrait revoir qui paie quoi. Étienne a enfin levé les yeux. D'accord, maman. On en discutera avec Hélène. On trouvera une solution. J'ai hoché la tête, me sentant à la fois soulagée et anxieuse. Soulagée d'avoir enfin dit les choses. Anxieuse à cause de ce que j'ai vu dans les yeux de mon fils. Pas de la compréhension, pas de la gratitude pour les années d'aide, mais de l'irritation. Comme si j'avais créé un problème à partir de rien. Après le dîner, tout le monde est allé dans sa chambre. Je suis restée pour débarrasser la table, comme d'habitude. En chargeant la vaisselle dans le lave-vaisselle, je pensais à ma conversation avec Linette, au port serein, à la vie que j'aurais pu avoir, paisible, mesurée, sans tension constante et sans ce sentiment de devoir quelque chose à quelqu'un. En essuyant la table, j'ai entendu des pas et je me suis retournée. Adèle se tenait dans l'embrasure de la porte. Mamie. Elle se balançait d'un pied sur l'autre. Je voulais te dire, pour la robe. Laisse tomber. Je mettrai la bleue. J'ai souri, sentant les larmes monter à mes yeux. Merci, ma puce. Mais si tu en veux une nouvelle. Non. Elle a secoué la tête. La bleue est magnifique. Et je peux trouver un petit boulot, tu sais, pour aider. Je me suis approchée et l'ai serrée dans mes bras, pour la première fois depuis longtemps sans résistance. Tu es une gentille fille, Adèle. Elle m'a maladroitement serrée en retour et est partie rapidement. Je suis retournée au nettoyage, pensant que peut-être, tout n'était pas perdu. Peut-être qu'ils commenceraient à me voir. Pas comme une solution pratique à leurs problèmes, pas comme un distributeur automatique ou une gouvernante, mais comme une personne. Une personne qui les aime, mais qui a aussi le droit à sa propre vie. Dans ma chambre, j'ai sorti la boîte avec les documents et je les ai à nouveau regardés. Les chiffres n'avaient pas changé. La réalité restait la même. J'étais un pilier invisible qui soutenait cette maison financièrement, émotionnellement, physiquement. Un pilier qu'on ne remarque pas tant qu'il est debout. La question était, que se passerait-il si un jour, ce pilier décidait de s'écarter? Une semaine s'est écoulée après notre conversation sur les finances, et une atmosphère lourde pesait sur la maison. Étienne évitait d'être seul avec moi, comme s'il avait peur que je relance le sujet. Hélène est devenue excessivement polie, ce genre de politesse qui cache l'irritation. Seuls les enfants se comportaient comme d'habitude. Noé était plongé dans les préparatifs de son bac, et Adèle avait commencé, de manière inattendue, à m'aider plus souvent dans les tâches ménagères. Le jeudi matin, j'ai remarqué une tache jaune qui s'étendait sur le plafond de la cuisine. En grimpant dans le grenier, j'ai découvert une fuite de tuyaux. L'eau goûtait lentement mais sûrement, imbibant le plancher. La situation exigeait une réparation immédiate. Au dîner, alors que toute la famille était réunie, j'ai décidé d'aborder le sujet. Il y a un tuyau qui fuit dans le grenier, ai-je dit en passant à Étienne un plat de purée. Le plafond de la cuisine est déjà humide. Mon fils a soupiré sans lever les yeux. Je regarderai ça ce week-end. Ça ne peut pas attendre le week-end, ai-je répondu doucement. L'eau est en train de détruire le plancher. Il faut appeler un plombier. Maman, ce n'est pas le meilleur moment pour des dépenses supplémentaires, a répondu Étienne, irrité. Après ta déclaration de la semaine dernière, Hélène et moi avons revu le budget. On est juste. J'ai senti une vague d'indignation monter en moi. Ma déclaration? Donc, 12 ans de soutien financier s'appelait maintenant une déclaration. Je comprends, ai-je dit en essayant de paraître calme. Mais une fuite, c'est sérieux. Si on ne la répare pas maintenant, on devra remplacer le plancher. Ça coûtera 10 fois plus cher. Hélène a posé les coudes sur la table, les doigts entrecroisés, un geste qu'elle utilisait lors de conversations difficiles avec les clients de la clinique. Madeleine, nous apprécions ton souci pour la maison, mais nous avons beaucoup d'autres priorités en ce moment. Le bac de Noé, un nouvel ordinateur portable pour Adèle. L'ordinateur peut attendre, a interrompu Adèle de manière inattendue. L'ancien fonctionne encore. Hélène a jeté un regard surpris à sa fille, mais a continué. En tout cas, on ne peut pas se permettre d'appeler un plombier maintenant. Étienne regardera ce week-end, et peut-être qu'il pourra le réparer lui-même. J'ai soupiré. Étienne savait à peine changer une ampoule, encore moins faire de la plomberie, mais il était inutile de discuter.
J'ai une suggestion, ai-je dit, rassemblant toute ma détermination. Il me reste quelques économies. Je pourrais les mettre dans les réparations. Pas seulement les tuyaux, mais le toit aussi. Il fuit quand il pleut fort. Et peut-être qu'on pourrait remplacer les fenêtres du salon. Elles laissent passer le froid en hiver. Le silence est tombé sur la table. Étienne a lentement posé sa fourchette. Des économies? A-t-il demandé. Tu as dit qu'il ne te restait presque plus d'argent. C'est tout ce que j'ai, ai-je admis. Je l'ai gardé pour les jours difficiles, mais je pense qu'il vaut mieux l'investir dans la maison que d'attendre que tout s'écroule. Le visage d'Étienne a commencé à changer. J'ai vu l'incrédulité se transformer en colère. Alors, a-t-il dit lentement, tu te plains de nous donner toute ta retraite, tu nous fais sentir coupables, et pendant tout ce temps, tu avais une cachette. J'ai senti le sang me monter au visage. Ce n'est pas une cachette, Étienne. C'est ce qui reste de la vente de la maison de ton père. De l'argent que j'ai économisé toute ma vie. De l'argent pour mes vieux jours. Tes vieux jours. Hélène a ri nerveusement. Madeleine, tu es déjà à la retraite. C'est ça, tes vieux jours. Et tu vis avec nous, a ajouté Étienne. Gratuitement. On prend soin de toi. Je les ai regardés, n'en croyant pas mes oreilles. Gratuitement? Après tout ce que j'ai fait pour cette famille. Je vais aider, ai-je dit, la voix tremblante. Une dernière fois. Et puis je devrais peut-être penser à prendre mon propre logement. La fourchette d'Étienne a cliqueté sur son assiette. Ton propre logement? Tu es sérieuse? À ton âge? Linette m'a parlé du Port Serein, ai-je répondu. C'est un endroit agréable pour les retraités, et ils font des réductions aux anciens professionnels de la santé. Une maison de retraite. Étienne a haussé la voix. Tu veux aller dans une maison de retraite? Ce n'est pas une maison de retraite, ai-je protesté. C'est une résidence pour seniors autonomes, avec des soins médicaux et... Je n'arrive pas à y croire. Étienne s'est levé d'un bond, renversant sa chaise. On s'occupe de toi depuis 12 ans. Tu fais partie de notre famille depuis 12 ans, et maintenant, à cause d'un stupide tuyau, tu nous menaces de nous quitter. Je ne quitte personne, ai-je dit en essayant de paraître calme. Je pense juste que ce serait mieux pour nous tous si... Si quoi? A-t-il interrompu. Si tu t'enfuyais dans ton Port Serein avec tes copines, en nous laissant nous débrouiller avec cette maison, les enfants, tout ce dont tu t'occupes. Je regardais mon fils, essayant de reconnaître le garçon que j'avais élevé dans cet homme en colère. Quelque part au fond de ses yeux, j'ai vu de la peur. La peur d'être sans mon soutien, sans mon aide. Et ça m'a fait mal. Étienne, je ne vais pas disparaître de ta vie, ai-je dit doucement. Je viendrai, j'aiderai avec les enfants. Je pense juste qu'il est temps que j'aie mon propre espace. Ton propre espace. Sa voix s'est brisée en un cri. Tu as 67 ans. Quel diable? D'espace? Tu as besoin d'une famille pour s'occuper de toi quand tu tomberas malade, quand tu ne pourras plus prendre soin de toi-même. Étienne, a dit Hélène sèchement. Les enfants. Mais il ne pouvait plus s'arrêter. Tu sais quoi? Il s'est penché vers moi, et pour la première fois de ma vie, j'ai eu peur de mon propre fils. Si tu es si malheureuse avec nous, si c'est si insupportable d'aider la famille qui t'a donné un toit, alors vas-y, va dans ton Port Serein. Personne n'a besoin de toi ici. On ne savait juste pas comment te mettre à la porte. Le silence qui a suivi ces mots était assourdissant. Noé s'est figé, la bouche ouverte. Adèle est devenue pâle. Hélène a couvert ses yeux avec sa main. Et moi, j'étais assise là, sentant quelque chose se briser complètement en moi. Pas à cause de la douleur, bien qu'elle fût là, vive et profonde, mais à cause de la clarté. De la soudaine et limpide compréhension. Je comprends, ai-je dit doucement en me levant de table. Je suis désolée de vous avoir dérangé. J'ai quitté la cuisine, je suis montée à l'étage et j'ai fermé la porte de ma chambre derrière moi. Je me suis assise sur le lit, regardant par la fenêtre le ciel de Valmont qui s'assombrissait. J'entendais des voix étouffées en bas. Hélène disait quelque chose à Étienne, et à en juger par le bruit des portes qui claquaient, les enfants s'étaient dispersés dans leur chambre. Je suis restée assise, immobile, et une étrange transformation s'opérait en moi. La douleur des mots de mon fils cédait progressivement la place à une détermination. Ferme, froide, inconnue. Je ne me sentais plus comme une vieille femme sans défense, dépendante de la pitié de ma famille.
Je me sentais comme une femme qui avait passé sa vie à prendre soin des autres et qui méritait au moins un minimum de respect en retour. Mon regard est tombé sur la photo sur la table de chevet. Robert et moi, à notre anniversaire de mariage d'argent. Il me regardait avec tant d'amour, tant de respect. Qu'aurait-il dit s'il avait vu son fils me parler ainsi? Quel conseil m'aurait-il donné? Je connaissais la réponse. Robert disait toujours, « Madeleine, tu es plus forte que tu ne le penses. Tu l'as toujours été. » Lentement, méthodiquement, j'ai commencé à tirer ma valise de sous le lit. Je ne me suis pas permis de penser aux conséquences. Je n'ai pas laissé les doutes m'arrêter. J'ai ouvert le placard et j'ai commencé à emballer des vêtements, juste quelques essentiels. J'ai sorti la boîte en fer avec l'argent de ma cachette dans le placard, mes dernières économies, que j'avais proposé de mettre dans la rénovation de la maison. Maintenant, elles serviraient à un autre but. Je ne pleurais pas. À l'intérieur, il y avait le vide, et c'était bien. Le vide signifiait de l'espace pour quelque chose de nouveau, pour des décisions que j'aurais dû prendre il y a longtemps. Quand on a frappé doucement à la porte, j'étais déjà en train de fermer ma valise. « Mamie !» La voix d'Adèle était incertaine. « Je peux entrer ?» « Bien sûr, ma puce », ai-je répondu en glissant la valise sous le lit. Ma petite fille est entrée, fermant prudemment la porte derrière elle. Ses yeux étaient rouges. Elle avait pleuré. « Papa ne voulait pas dire ça », a-t-elle dit en tirant sur la manche de son pull. Il était juste en colère. J'ai souri tristement, mais sincèrement. Je sais, Adèle. Les gens disent souvent des choses sous le coup de la colère qu'ils pensent vraiment mais n'oseraient pas dire dans une situation normale. Elle s'est approchée et s'est assise à côté de moi sur le lit. « Tu veux vraiment partir ?» Je lui ai passé un bras autour des épaules. Parfois, les gens ont besoin d'espace pour réfléchir, pour comprendre ce qu'ils veulent vraiment. Mais tu reviendras, n'est-ce pas? Il y avait de la peur dans sa voix, et ça m'a profondément touchée. Adèle. Je lui ai tourné le visage vers moi. Quoi qu'il arrive entre moi et ton père, je serai toujours ta grand-mère. Je t'aimerai toujours. Ça ne changera jamais. Elle a hoché la tête et m'a soudain serré fort. Tes petits déjeuners vont me manquer. J'ai ri à travers les larmes qui ont soudain monté à mes yeux. Juste mes petits déjeuners. Et tout le reste, a-t-elle murmuré contre mon épaule. Quand Adèle est partie, j'ai sorti la boîte avec les documents. Un par un, je les ai étalés sur le lit. Facture du prêt immobilier, de l'assurance, de l'école, des charges. Tout ce que j'avais payé au fil des ans. Tout ce qui avait maintenu cette famille à flot. Je ne voulais pas me venger. Je ne voulais pas les punir. Mais ils devaient comprendre ce qui avait soutenu leur confort toutes ces années. Ils devaient voir la réalité dont ils s'étaient si obstinément détournés. Après avoir rassemblé les documents, j'ai écrit une courte note et j'ai tout mis dans une grande enveloppe. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de Linette. Linette, ai-je dit quand elle a répondu. Tu te souviens quand tu m'as invité à venir voir le port serein? Est-ce que je peux rester chez toi quelques jours? Sa réponse a été exactement ce que j'attendais. Linette avait toujours été là pour moi dans les moments difficiles. Je me suis couchée en sachant que le matin, quand tout le monde serait parti, je partirais aussi. Pour la première fois en 12 ans, je penserais à moi au lieu de penser à eux. Et même si les mots de mon fils faisaient mal et que l'avenir inconnu était effrayant, la décision était prise. Je ne serais plus invisible. Je ne serais plus une ombre dans ma propre vie. Je me suis réveillée 1 heure avant l'aube. Mon sommeil avait été agité et intermittent, mais étrangement, je sentais une clarté de pensée que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Allongée dans le silence, j'écoutais les bruits de la maison, le tic-tac de l'horloge dans le couloir, le doux bourdonnement du réfrigérateur en bas, le craquement du vieux parquet. Des sons qui avaient fait partie de ma vie pendant 12 ans. Des sons que j'entendais peut-être pour la dernière fois. Quand l'horloge a sonné 5 heures, je me suis levée tranquillement. Étienne et Hélène se réveillaient généralement à 6 heures, les enfants encore plus tard. J'avais le temps. J'ai tiré la valise de sous le lit, que j'avais presque fini de faire la veille, et j'ai ajouté les dernières choses. Une photo de Robert, quelques vieilles lettres, mon livre de poésie préféré. Pas grand-chose. Je n'avais jamais été attachée aux choses matérielles. La vie d'infirmière m'avait appris à apprécier l'immatériel, le temps, la santé, les relations. En fermant la valise, je suis passée à la tâche suivante, la plus importante. J'ai sorti de la table de chevet un grand dossier cartonné avec un élastique, celui où je gardais tous mes documents financiers. Assise à une petite table près de la fenêtre,
J'ai commencé à trier méthodiquement les papiers. D'abord, le prêt immobilier. J'ai soigneusement étalé les reçus de paiement des 2 dernières années. 650 € chaque mois, payés le 15, depuis mon compte personnel. 24 reçus confirmant que j'avais payé 15 600 € au cours des 2 dernières années. J'ai également retrouvé le document de l'apport initial, 180 000 € provenant de la vente de la maison que Robert et moi possédions. J'ai mis ce document sur le dessus. Ensuite, l'école d'Adèle. Les frais de scolarité de l'école privée Sainte-Marie, 580 € par mois pendant 5 ans, plus les dépenses supplémentaires uniformes, manuels, sorties scolaires, tuteurs. J'ai soigneusement plié tous les reçus et ajouté une feuille en haut avec le montant total. 34 800 €. L'assurance habitation. 420 € par mois pendant 12 ans. Je n'ai pas pris la peine de rassembler tous les reçus, il y en avait trop. À la place, j'ai imprimé un relevé bancaire confirmant les paiements réguliers à la compagnie d'assurance. Le montant total dépassait 60 000 €. La mutuelle pour toute la famille, les factures d'énergie, la réparation du toit il y a 3 ans, un nouveau chauffe-eau, un nouveau réfrigérateur, l'orthodontiste pour Noé. J'ai soigneusement empilé chaque document dans une pile distincte, l'accompagnant d'une note indiquant le montant total. Le travail a duré près d'1 heure. Quand j'ai eu fini, il y avait 7 piles de documents bien nettes sur la table, chacune attachée avec un ruban de couleur et surmontée d'une note explicative. Le montant total que j'avais investi dans cette famille en 12 ans dépassait les 300 000 €. Sans parler des heures interminables de garde d'enfants, de cuisine, de nettoyage et de lessive. Je n'attendais pas le remboursement de l'argent. Je ne voulais pas causer de difficultés financières à la famille. Je voulais juste qu'ils comprennent que je n'étais pas un fardeau. Je n'étais pas une profiteuse. J'étais un pilier de soutien sans lequel leur vie s'effondrerait. En guise de touche finale, j'ai placé une courte lettre sur le dessus de tous les documents. Cher Étienne, chère Hélène, cher Noé et Adèle, je pars, comme vous l'avez probablement déjà compris. Ce n'est pas par colère ou ressentiment, bien que les mots prononcés hier m'aient profondément blessé. Je pars parce qu'il est temps de penser à moi. Ce dossier contient des documents confirmant mes contributions financières à notre famille au cours des 12 dernières années. Je n'attends pas que cet argent me soit rendu. Il a été dépensé pour vous, pour votre bien-être, et je ne le regrette pas. Mais je ne paierai plus les factures. Le prêt immobilier, les assurances, l'école d'Adèle, les charges, tout cela est maintenant votre responsabilité. Vous devrez peut-être réévaluer vos dépenses. Ce ne sera peut-être pas facile, mais je crois que vous pouvez y arriver. Je vais rester chez Linette pendant un certain temps, jusqu'à ce que je trouve un logement permanent. Mon numéro de téléphone restera le même. Je serai toujours heureuse de voir mes petits-enfants. Avec tout mon amour, Madeleine. J'ai relu la lettre 2 fois, m'assurant qu'elle semblait calme et raisonnable, sans drame ni accusation excessive. Puis j'ai mis tous les documents dans le grand dossier, les attacher avec un ruban et les placer sur la table de la cuisine, là où il serait impossible de le manquer. À ce moment-là, la maison commençait à s'animer. J'ai entendu Hélène allumer la douche et la porte de la chambre de Noé claquer. Mais je n'ai pas préparé le petit déjeuner comme d'habitude. À la place, je suis retournée dans ma chambre, je me suis habillée, j'ai attrapé ma valise et j'ai jeté un dernier regard à l'espace qui avait été ma maison pendant 12 ans. La pièce avait l'air impersonnel, comme une chambre d'hôtel. Rien n'y suggérait qu'une personne avec une histoire, un passé et des sentiments y avait vécu. Peut-être parce que je m'étais permis de devenir sans visage dans cette maison. En descendant, j'ai laissé les clés de la maison à côté du dossier de documents. Puis je me suis discrètement glissée par la porte de derrière pour ne pas croiser ma famille qui se réveillait. Je n'avais pas la force pour une autre conversation, pour des explications, pour des adieux. Le taxi que j'avais commandé la veille attendait déjà au coin de la rue. Je suis montée sur la banquette arrière, j'ai donné au chauffeur l'adresse de Linette, et la voiture a démarré. Je n'ai pas regardé en arrière. Un calme étrange m'a envahi. Le calme de quelqu'un qui avait enfin pris une décision difficile mais nécessaire. Linette m'attendait sur le perron de sa petite mais confortable maison à la périphérie de Valmont. Quand elle a vu le taxi, elle s'est précipitée, m'a serré fort dans ses bras sans dire un mot, et m'a aidé à porter ma valise à l'intérieur. « Tu l'as fait », a-t-elle dit en fermant la porte derrière nous. « Je suis fière de toi, Madeleine. » J'ai souri faiblement. Je n'y crois pas moi-même. « Tu y croiras », a-t-elle dit en me tapotant l'épaule. « Maintenant, prenons un petit déjeuner et un café fort. Tu as l'air de ne pas avoir dormi de la nuit. »
La maison de Lynette était l'opposé complet de celle d'Étienne. Petite mais confortable, remplie de livres, de plantes et de souvenirs des voyages que mon ami avait faits depuis sa retraite. Pas de meubles design, pas de prétention au statut, juste du confort et de l'individualité. Lynette m'a conduite dans la chambre d'amis, lumineuse, avec une grande fenêtre donnant sur le jardin. Des draps frais étaient sur le lit et un vase de fleurs des champs se tenait sur la table. « Mets-toi à l'aise », a-t-elle dit. « C'est ta chambre maintenant, aussi longtemps que tu le voudras. » J'ai ravalé la boule que j'avais dans la gorge. « Merci, Lynette. Je ne sais pas comment. »« Ne commence même pas », m'a-t-elle interrompu. « Combien de fois as-tu été là pour moi quand j'allais mal? Combien de nuits as-tu veillé avec moi après la mort de Jacques? C'est à ça que servent les amis. » Au petit déjeuner, Lynette n'a posé aucune question sur le conflit de la veille. À la place, elle a parlé de ses projets pour les prochains jours. Une visite au Port Serein, une rencontre avec d'anciennes collègues de l'hôpital, des soldes à la librairie. Les sujets quotidiens habituels qui nous ramenaient à une vie normale. Plus tard, alors que nous buvions du thé dans son petit jardin, je lui ai enfin tout raconté. La veille, les mots d'Étienne, le dossier de documents, le départ silencieux. Il va être sous le choc, a secoué la tête Lynette. Ils le seront tous. Ils n'ont jamais réalisé tout ce que tu faisais pour eux. Je ne voulais pas les punir, ai-je dit doucement. Je voulais juste qu'ils comprennent. Ils comprendront, a-t-elle hoché la tête. Quand le premier appel du prêt arrivera. Quand il n'y aura personne pour aller chercher les enfants après l'école. Quand ils devront préparer le dîner après une longue journée de travail. J'ai soupiré, regardant les roses qui fleurissaient dans le jardin. Tu sais ce qui est étrange? Je me sens coupable, et en même temps, je me sens soulagée. C'est comme si j'avais enlevé un lourd sac à dos que je portais depuis des années. Lynette a couvert ma main de la sienne. C'est normal. Tu as vécu pour les autres pendant trop longtemps. Maintenant, tu apprends à vivre pour toi. Ce jour-là, mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel, pas de message. Je ne savais pas s'ils avaient trouvé le dossier ou lu la lettre. Une partie de moi attendait une réaction, mais une autre partie était heureuse de ce silence. J'avais besoin de temps pour rassembler mes pensées et comprendre quoi faire ensuite. Le soir, Lynette et moi sommes allés au Port Serein. La communauté de retraités s'est avérée bien plus agréable que je ne l'avais imaginé. Des appartements petits mais confortables, des espaces communs pour la détente et les activités, et un centre médical sur place. Et surtout, il y régnait une atmosphère de respect et de dignité. Il n'y avait aucune condescendance qui accompagne si souvent les personnes âgées, seulement un soutien à l'indépendance et à l'autonomie. Nous avons des conditions spéciales pour les anciens professionnels de la santé, a expliqué la directrice en nous faisant visiter. Une réduction de 20% sur le logement et les services supplémentaires. J'écoutais attentivement, posais des questions et prenais des notes. Pour la première fois depuis longtemps, je pensais à l'avenir. Pas à la façon d'aider les enfants d'Étienne à entrer à l'université ou de payer la prochaine réparation de la maison, mais à la façon dont je passerai les prochaines années de ma vie. En rentrant chez Lynette, j'ai trouvé 3 appels manqués d'Étienne et un message d'Adèle. « Mamie, s'il te plaît, appelle. » Je n'ai pas rappelé tout de suite. À la place, Lynette et moi avons préparé le dîner. Simple mais délicieux, exactement comme je l'aimais, sans tenir compte des caprices de chaque membre de la famille. Nous avons ouvert une bouteille de vin, mis du jazz que nous aimions à l'époque où nous travaillions à l'hôpital, et avons parlé du passé, de l'avenir, de tout et de rien. « Tu sais », a dit Lynette alors que nous débarrassions la table, « tu as l'air plus jeune. Quelque chose a changé sur ton visage. » J'ai souri. Ça doit être la liberté. Cette nuit-là, allongée dans un lit inconnu, j'ai pensé à la maison d'Étienne. Comment s'en sortait-il sans moi? Hélène préparait-elle le dîner? Quelqu'un avait-il vérifié les devoirs d'Adèle? Étienne avait-il pensé à prendre ses pilules pour la tension? Ces pensées suscitaient des sentiments mitigés, de l'anxiété pour eux, un sentiment de responsabilité familier, mais aussi un étrange sentiment de soulagement. Pour la première fois en 12 ans, leurs problèmes n'étaient pas mes problèmes. Pour la première fois, je pouvais m'inquiéter pour eux sans être responsable de la résolution de leurs problèmes. Le matin, j'ai appelé Adèle. Elle a répondu immédiatement, comme si elle attendait près du téléphone. « Mamie. » Sa voix était tremblante. « Où es-tu? Tu vas bien? »« Je suis chez Lynette, ma chérie, » ai-je répondu calmement. « Tout va bien. »« Papa a trouvé ta lettre et tes documents, » a-t-elle lâché.
Il est sous le choc. Il est assis dans son bureau depuis ce matin, à éplucher les papiers. Je suis restée silencieuse, ne sachant que dire. Tu ne vas vraiment plus payer pour mon école? A-t-elle demandé doucement. Adèle, ai-je soupiré. Tes parents peuvent facilement se permettre de payer pour ton éducation. Ils ont de bons salaires. Ils devront juste revoir leurs priorités. Papa dit qu'on va devoir se serrer la ceinture, a-t-elle dit, l'air confus. Je devrais peut-être changer pour une école publique. J'ai senti un pincement de culpabilité, mais je l'ai réprimé. L'école n'est pas le plus important, ma chérie. C'est la façon dont tu apprends qui compte, pas l'endroit. Il y a eu une pause. Puis Adèle a demandé doucement. Tu reviens. J'ai ravalé la boule dans ma gorge. Pas tout de suite, Adèle. J'ai besoin de temps pour moi. Mais on se verra. Je te promets. Tu pourras venir me voir. On ira au cinéma, on se promènera. Ce n'est pas pareil. Sa voix affaiblit. Sans toi à la maison, c'est bizarre. Personne ne sait où rien n'est. Papa a essayé de faire le petit déjeuner, mais il a brûlé les toasts. Et pour le dîner, on a juste commandé de la restauration rapide. J'ai souri en imaginant la scène. Ils apprendront, ma puce. Ce n'est pas si difficile. Papa veut te parler, a-t-elle dit soudainement. Il m'a demandé de te dire qu'il est désolé pour ce qu'il a dit, qu'il a eu tort. J'ai soupiré. Dis-lui que je le rappellerai plus tard. Après avoir parlé à Adèle, je suis restée assise longtemps sur le porche de la maison de Lynette, regardant la rue tranquille. Les voisins vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Quelqu'un tondait la pelouse. Quelqu'un promenait son chien. Une jeune mère poussait une poussette. C'était la vie ordinaire, où chacun avait sa place. Personne n'essayait d'être invisible ou de se fondre dans les besoins des autres. Je ne savais pas ce qui se passerait ensuite. Est-ce que je retournerais un jour dans la maison d'Étienne, ferais la paix avec mon fils, trouverais la force de pardonner ses paroles? Je ne savais pas si mes économies suffiraient pour mon propre logement, ou si je devrais trouver un travail à temps partiel. Je ne savais pas comment évoluerait ma relation avec mes petits-enfants, que j'aimais tant. Mais je savais une chose. Je ne me permettrai plus jamais de devenir invisible. Je ne laisserai pas mes besoins, mes sentiments, ma dignité se dissoudre dans la vie des autres. Il était temps d'être vu, d'abord et avant tout par moi-même. Lynette est sortie sur le porche avec 2 tasses de café. À quoi tu penses? J'ai souri en prenant la tasse. À l'avenir. Et à quoi ressemble-t-il? Elle s'est assise à côté de moi. Incertain, ai-je répondu honnêtement. Un peu effrayant, mais libre. Lynette a hoché la tête. C'est quelque chose à quoi il faut s'habituer. La liberté. Nous sommes restés assises en silence, regardant le soleil se lever au-dessus des toits. Un nouveau jour, et peut-être le début d'une nouvelle vie. Les matins chez Lynette étaient très différents de ceux chez les Harrison. Personne ne réclamait le petit déjeuner à 7 heures pile, ne demandait de chemise propre ou ne me pressait de boire mon café. Je me réveillais quand je le voulais, généralement tôt par habitude, mais sans le sentiment oppressant de devoir sauter du lit immédiatement. Ce matin-là, mon 3e jour chez mon ami, j'étais assise sur le porche avec une tasse de thé, regardant le soleil se lever, quand le téléphone a sonné. C'était Adèle. Mamie. La voix de ma petite fille était incertaine. Comment vas-tu? Bien, ma chérie, ai-je répondu. Et toi? Pause. Bien. C'est juste que, papa ne sait pas comment faire marcher la machine à laver, et je n'ai pas d'uniforme de sport propre. J'ai souri en imaginant Étienne, perplexe devant la machine à laver. Température moyenne, cycle coton, lessive dans le compartiment de gauche. Merci, a-t-elle soufflé, soulagée. Et aussi, ça fait 3 jours qu'on mange des céréales au petit déjeuner. Papa a brûlé les toasts et maman dit qu'elle n'a pas le temps de cuisiner. Je n'ai rien dit. Laissez-les se débrouiller. Tu reviens? A demandé Adèle doucement. Pas tout de suite, ma puce, ai-je répondu doucement. J'ai besoin de temps pour moi. Le 4e jour, Noé a appelé, pour la première fois de sa vie de sa propre initiative. Mamie, a-t-il commencé sans préambule. C'est un peu compliqué ici. Que s'est-il passé? Ai-je demandé, en essayant de paraître neutre. Papa a reçu une lettre de la banque. Ils ont parlé longtemps avec maman dans la cuisine. Puis maman pleurait. J'ai soupiré. Le premier appel pour le prêt en retard, probablement.
Et puis ce fichu chauffe-eau est tombé en panne, a poursuivi Noé. J'ai essayé de prendre une douche, mais il n'y avait que de l'eau glacée. Appelle Marc, ai-je dit. Son numéro est sur le frigo. Dis-lui que tu es mon petit-fils, il te fera une réduction. Papa dit qu'on n'a pas d'argent pour un plombier, a répondu Noé doucement. J'ai fermé les yeux, imaginant leur confusion. Étienne n'avait jamais fait de travaux ménagers. Et Hélène était trop occupée par sa carrière. Il n'avait aucune idée de tout ce que je faisais. Mamie, a dit soudain Noé, sa voix sonnant inhabituellement sérieuse. Je ne savais pas que tu payais pour tout. Pour la maison, pour l'école d'Adèle. Papa nous a montré les documents que tu as laissés. J'ai ravalé la boule dans ma gorge. Maintenant, vous savez. J'ai trouvé un petit boulot, a-t-il dit fièrement. Au café de Joe, le week-end. Je serai serveur. Cela m'a surprise. Vraiment? Tu disais que tu ne le ferais jamais. Ben, les choses changent, a-t-il interrompu. Quelqu'un doit t'aider avec l'argent maintenant que tu es parti. Le 5e jour, Linette m'a emmené visiter des appartements au Port Serein. J'en ai choisi un, petit mais lumineux, avec vue sur le parc. J'ai signé un contrat préliminaire et versé un acompte. Pour la première fois en 12 ans, j'ai pris une décision basée uniquement sur mes propres désirs et besoins. Le soir, Hélène a appelé. C'était la première fois qu'elle le faisait depuis mon départ. Madeleine. Sa voix était inhabituellement hésitante. Comment vas-tu? Je vais bien, merci, ai-je répondu prudemment. Nous voulions nous excuser, a-t-elle balbutié. Nous n'avions pas réalisé à quel point tu faisais pour nous, combien tu payais. J'étais silencieuse, attendant qu'elle continue. Étienne veut te parler, a-t-elle dit. Il regrette ce qu'il a dit. Nous voulons tous que tu reviennes. Parce que vous avez besoin d'aide pour payer les factures? Ai-je demandé sans détour. Non. S'est-elle exclamée. Enfin, oui, les choses sont difficiles, mais ce n'est pas pour ça. Les enfants te manquent. La maison est vide sans toi. J'ai soupiré. Hélène, j'ai signé un bail pour un appartement au Port Serein. Je ne reviendrai pas vivre avec vous. Silence. Je comprends, a-t-elle finalement dit doucement. Après ce qu'Étienne a dit. Ce n'est pas seulement ce qu'Étienne a dit, ai-je interrompu. C'est la façon dont vous m'avez tous traité au fil des ans. Comme un meuble, comme un distributeur automatique. Pas comme une personne avec des besoins et des sentiments. Hélène était silencieuse, et je savais que mes mots avaient fait mouche. On peut au moins se voir, a-t-elle finalement demandé. Tu manques tellement aux enfants. Je vous appellerai la semaine prochaine, ai-je répondu. J'ai besoin de temps en ce moment. Le 7e soir, le téléphone a sonné. Adèle, la voix tremblante. Mamie, on nous a coupé l'électricité. Et le chauffage ne marche pas. Maman a appelé tout le monde, mais ils ne la remettront pas tant qu'on n'aura pas payé. Je me suis redressée sur ma chaise. Où êtes-vous maintenant? Dans le salon, a-t-elle sangloté. Tous ensemble. Papa a allumé un feu dans la cheminée, mais il fait quand même froid et on ne peut rien cuisiner. J'ai fermé les yeux, imaginant la scène. Ma famille, assise dans le froid et l'obscurité, affamée et désemparée. Malgré ma blessure et la douleur des mots d'Étienne, je ne pouvais pas les laisser comme ça. Dis à ton père que j'arrive, ai-je dit fermement. Dans 1 heure. Sur le chemin, je me suis arrêtée dans un supermarché et j'ai acheté des plats préparés, un thermos de thé et des couvertures supplémentaires. Puis j'ai appelé la compagnie d'électricité et j'ai réglé la dette avec ma carte de crédit. Nous rétablirons le courant demain matin, a promis l'opérateur. Quand le taxi s'est arrêté devant la maison d'Étienne, j'ai hésité un instant. Devais-je y retourner? Serait-ce un pas en arrière? Un retour à mon ancienne vie? À l'invisibilité? Mais ensuite, j'ai pensé à Adèle et Noé, grelottant dans le froid, et je suis sortie de la voiture avec détermination. Étienne a ouvert la porte. Dans la pénombre, je pouvais voir son visage émacié, une barbe naissante et un regard confus. Maman, a-t-il soufflé, et il y avait tant de non-dits dans ce mot. Je suis passée silencieusement devant lui pour entrer dans la maison. Hélène, Adèle et Noé étaient assis dans le salon à la lueur des bougies, enveloppés dans des couvertures. Quand ils m'ont vu, les enfants ont sauté sur leurs pieds. Adèle s'est précipitée pour me serrer dans ses bras, et Noé, habituellement réservé, s'est également approché pour une étreinte. Hélène se tenait à l'écart,
triturant nerveusement le bord de la couverture. J'ai apporté de la nourriture, ai-je dit en posant les sacs sur la table. Et j'ai payé la facture d'électricité. Le courant devrait être rétabli d'ici demain matin. Maman, a commencé Étienne. Nous. Plus tard, ai-je secoué la tête. D'abord, il faut nourrir les enfants et réchauffer la maison. J'ai rapidement organisé un dîner improvisé à la bougie. J'ai versé du thé chaud du thermos, distribué la nourriture et vérifié la cheminée. Étienne avait mal empilé le bois, ce qui le faisait fumer plus que brûler. J'ai arrangé ça, et les flammes ont brûlé plus fort. Dans le garage, j'ai trouvé une vieille lampe à pétrole que Robert avait achetée au cas où. Je l'ai remplie, allumée, et j'ai donné à tout le monde plus de lumière. Quand les enfants ont mangé et se sont un peu réchauffés, je les ai emmenés à l'étage dans la chambre d'Adèle, la pièce la plus chaude de la maison. Vous dormirez ici ce soir, ai-je dit. Demain, tout ira mieux. Quand je suis retournée dans le salon, j'ai trouvé Étienne et Hélène toujours là, assis devant la cheminée avec des expressions coupables. Maman, a commencé Étienne. Ce que j'ai dit. Je sais, ai-je interrompu. Tu étais en colère. Moi aussi. On n'a pas compris, a interjeté Hélène. On n'a pas réalisé à quel point tu faisais pour nous, combien tu payais. Je me suis assise en face d'eux. Vous comprenez maintenant. Ils ont hoché la tête simultanément. La semaine sans moi avait été la leçon la plus vivante qu'ils auraient pu apprendre. On a réfléchi, a dit Étienne. Je vais prendre un deuxième travail. Hélène va demander une augmentation. Noé travaillera le week-end. On gérera le prêt et les factures. Adèle changera pour une école publique, a ajouté Hélène. Ce n'est pas la fin du monde, comme elle l'a dit elle-même. Je les ai regardés attentivement. Et que voulez-vous de moi? Étienne a pris une profonde inspiration. Nous voulons nous excuser de t'avoir prise pour acquise, de ne pas avoir apprécié tout ce que tu as fait pour nous. Pour moi, d'avoir dit ces choses horribles. On ne te demande pas de revenir juste pour l'argent, a rapidement ajouté Hélène. On se débrouillera. C'est juste que, la maison n'est pas la même sans toi. Tu manques aux enfants. Tu nous manques à tous. Je fixais le feu, pesant leurs mots. C'est facile de s'excuser quand on est dos au mur. C'est facile de promettre de changer quand l'alternative est de dormir sur un sol froid sans électricité. Je loue un appartement au Port Serein, ai-je finalement dit. Il est petit mais confortable. Il donne sur le parc. C'est calme là-bas. Personne ne s'attend à ce que je prépare le petit déjeuner à 5 heures du matin ou que je lave les chaussettes des autres. Ils étaient silencieux, réalisant qu'ils me perdaient pour de bon. Mais, ai-je continué, c'est solitaire là-bas. Et mes petits-enfants me manquent. Je les ai regardés. Je ne reviendrai pas vivre ici. Pas dans les anciennes conditions. Mais on peut trouver un compromis. Quel genre de compromis? A demandé Étienne, n'osant pas espérer. Je viendrai 3 fois par semaine. Pour aider avec les enfants et la maison. Pas comme une servante, mais comme une grand-mère. Et nous partagerons la responsabilité financière. Je paierai pour l'école d'Adèle. C'est une fille talentueuse, elle a besoin d'une bonne éducation. Mais le reste, c'est votre responsabilité. Étienne a hoché la tête. C'est juste. Et une autre chose, je me suis redressée. Je veux que vous respectiez mon temps, mes amis, mes intérêts, ma vie. Tout cela est important. Je ne vais pas renoncer à voir mes amis ou à aller à mon cours d'art juste parce que vous avez besoin d'une baby-sitter pour la soirée. Bien sûr, maman, a dégluti Étienne. Tout ce que tu diras. Nous sommes restés assis en silence, regardant le feu. L'aube se levait dehors, pâle et hivernale, mais prometteuse d'un nouveau jour. L'électricité sera rétablie demain, ai-je dit en me levant. Je reviendrai dans l'après-midi pour aider au nettoyage. Mais maintenant, je dois y aller. Linette m'attend pour notre promenade matinale. Tu pars. Étienne avait l'air confus. Mais il fait jour, et... J'ai souri, fermement mais non sans chaleur. Je suis venu aider en cas d'urgence. Maintenant, vous savez quoi faire. Vous vous en sortirez. J'ai mis mon manteau et je me suis dirigé vers la porte. Sur le seuil, je me suis retourné. Et Étienne. J'ai besoin de vous. Mais maintenant, c'est à mes conditions. Sur ces mots, je suis parti, sentant une étrange légèreté dans mon cœur. Le taxi m'attendait déjà. Je l'avais appelé à l'avance, sachant que je ne resterais pas.
Assise sur la banquette arrière, j'ai regardé la maison où j'avais passé 12 ans de ma vie. Je pouvais voir les silhouettes d'Étienne et d'Hélène à la fenêtre, me regardant partir. Ils pensaient probablement que j'étais cruelle de les abandonner dans leurs moments de besoin. Mais je savais la vérité. Parfois, il faut s'éloigner pour être vraiment vu. La maison a disparu de ma vue, et je me suis penchée en arrière sur mon siège et j'ai pris une profonde inspiration. Une semaine sans moi leur avait montré à quel point j'étais importante. Pas seulement comme un portefeuille ou une gouvernante, mais comme un pilier de soutien sans lequel tout s'effondrerait. Mais surtout, cette semaine m'a montré que je méritais mieux. Je méritais le respect, la gratitude et le droit à ma propre vie. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un message à Linette. Je rentre. Fais du café. J'ai beaucoup de choses à te raconter. Un nouveau jour et une nouvelle vie m'attendaient. Une vie où je ne serais plus invisible. Une vie où je serais enfin importante, non seulement pour les autres, mais aussi pour moi-même. Et même s'il y avait beaucoup d'incertitudes à venir, beaucoup de conversations et de réconciliations, je savais une chose avec certitude. Notre relation ne serait plus jamais la même. Elle serait meilleure. À mes conditions. Parce que je le méritais. Je l'avais toujours mérité.